Bien, bonjour à tout le monde. Bon, alors, j'ai un accent toulousain, je sais, ça va être un peu plus plaisant. Vu le temps qu'il fait à Paris, je vous amène un peu de soleil. Euh, on va vous faire partager avec Fabien un retour d'expérience sur une gestion de crise cyber vécue par un de nos clients. Je regrette, normalement il devait venir, mais il n'a pas pu se rendre là pour témoigner et répondre à vos questions, mais c'est pas grave, je vais jouer le jeu puisqu'on l'a accompagné tout au long de cette gestion de crise. D'accord. Qui parmi vous a déjà vécu une attaque cyber? Très bien. Vous avez connu le blackout? C'est dur? Pas facile. Ok. Donc on va voir en quoi, avec notre... Je ne sais pas si vous m'entendez bien là, parce que c'est pas évident, oui. En quoi avec finalement notre solution et notre méthode, notre client a pu résoudre sa crise cyber en 20 jours. Et je pense que 20 jours, c'est rien pour une attaque cyber. D'accord. Cette attaque cyber, c'est très problématique. Ce retour d'expérience vise un secteur d'activité qui réside dans la santé. D'accord. Donc on va dire que c'est un grand centre hospitalier. Ok. Mais sachant qu'on a des clients qui évoluent dans plusieurs secteurs d'activité, je dirais des secteurs d'activité qui sont quand même soumis principalement à des obligations de continuité d'activité. D'accord. Donc des organisations très sensibles. Vous le savez, aujourd'hui la réglementation européenne se durcit. Et ça devient de plus en plus problématique aujourd'hui pour être prêt à savoir réagir quand une attaque cyber intervient. Ça marche pas tout. Non mais ça c'est toujours le problème de la technique. Alors on n'est pas en cyber, hein, mais on y arrive. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà vous oubliez, c'est pas pratique ce truc, vous oubliez cette partie noire là, puisque ça c'est ce qu'on a découvert après, puisqu'au départ ce qui s'est passé, c'est que le jour J, et je ne vous cache pas que c'est un lundi matin à 6h30, mon client était équipé d'EDR, et tout ce qu'il fallait, donc très protégé, et les alarmes, effectivement, ont fait part d'une alerte, d'accord, antivirale qui sont remontées sur plusieurs machines. Donc je ne vous cache pas, lundi matin, 6h30. Ok. Ce qu'ils ont constaté le jour J, c'est un chiffrement avec une compromission des box et aussi une demande de rançon avec le chiffrement des périphériques, d'accord, sans trace de latéralisation. Donc au départ, ça a été, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Moment de stupeur. Qu'a fait mon client? La première chose qu'il a fait, il a dit, cette alerte, on va l'analyser et pour ça, on va mobiliser une première cellule de crise technique. Donc vous voyez que dans la cellule de crise technique, il n'y a pas pour le moment de membres de la direction opérationnelle, gouvernance, pour décider ce qu'il fallait faire. L'équipe technique, elle est toute seule. D'accord. Qu'a fait cette cellule technique? La première action, sans attendre la décision et le feu vert de la gouvernance, ils ont décidé de prendre les premières actions d'urgence, à savoir, dans le doute, on n'attend pas, on isole. D'accord. Isoler, c'est quoi? Mesure de confinement, coupure des flux internes et externes. Ils ne savaient pas d'où venait l'attaque, ils ne savaient pas encore ce qui se passait réellement. D'accord. Mais ils n'ont pas attendu. C'est un peu, évidemment, on est dans la santé, comme un virus qui s'introduit dans un corps humain. La première chose qu'on fait quand on a un virus qui rentre dans le corps humain, on essaye d'isoler soit déjà le malade, mais aussi d'isoler le virus pour éviter qu'il continue à se propager. Donc là, c'est la première mesure. Ils n'ont pas attendu, et je t'expliquerai pourquoi ils n'ont pas attendu. D'accord. Une fois qu'ils ont fait ça, évidemment, imaginez, blackout, toutes les directions métiers, continuité des soins, terminé, plus accès au système. D'accord. Donc là, évidemment, réaction de la cellule technique, c'est je convoque ma cellule décisionnelle pour lui faire part des décisions que j'ai prises en amont sans la consulter, que ce soit clair, sans la consulter, ce qui n'est pas évident dans les organisations, d'accord, et leur demander du coup de mobiliser toutes les équipes pour mettre en place les procédures de continuité d'activité, donc ce qu'on appelle les modes dégradés. Du coup, est-ce qu'ils disposaient déjà d'un plan de continuité d'activité ou d'un plan de reprise d'activité formalisé ou pas? Alors, ils disposaient, et je vous dirai pourquoi, parce que c'est ce qui a marché justement, c'est qu'ils avaient bien défini toutes leurs procédures dégradées
que ce soit sur les activités cœur, donc tous les soins, l'activité médicale, on va dire, mais également sur toutes les fonctions support, RH, restauration, logistique, les sondes, etc., etc. Donc ils ont investigué, effectivement, ils avaient toutes les procédures en mode dégradé, mais pas que les continuités d'activité, ils avaient également déjà défini les plans de reprise d'activité, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'une fois que la crise elle-même est terminée, on a tout un travail de reprise de tout ce qui s'est passé en mode dégradé, souvent papier-crayon. Parce que malheureusement, on n'a pas toujours des systèmes de PC de secours isolés, propres, prêts à l'emploi, avec des sauvegardes qui soient certaines aussi, puisque, vous le savez, généralement on analyse les sauvegardes pour voir si elles ne sont pas contaminées. D'accord ? Voir s'il n'y a pas une usurpation de données sur les sauvegardes, avec aussi manipulation des données pour les modifier, ce qui peut arriver. C'est-à-dire que sur des données patientes, ça peut être très grave, parce que si je change effectivement des données sur son dossier patient, je pourrais arriver à créer un incident, voire un accident mortel. Donc on est obligé de tout investiguer. D'accord ? Donc oui, la première chose, les premières actions de la cellule de crise décisionnelle, c'est bien entendu d'avoir toutes les directions importantes dans la cellule de crise décisionnelle, que chacune ait son rôle, que chacune ait sa propre fiche réflexe des actions prioritaires à mener, et d'activer, de piloter, bien sûr, toutes ces procédures de continuité d'activité en mode dégradé. Je dis bien tous, y compris la partie RH, qui, elle, doit tout de suite mettre en place des dispositifs de renfort de personnel, d'accord ? Organiser, vous savez que dans les hôpitaux, il y a les équipes de nuit, les équipes de jour, etc., les week-ends, mais d'organiser tout en action court terme, moyen terme, mais aussi éventuellement long terme. Pourquoi ? Parce qu'on ne savait pas encore combien de temps allait durer cette attaque. Donc au départ, on part sur la journée, les 2 jours, la semaine, les 15 jours, le mois, 2 mois, 3 mois, on n'en sait rien. Donc tout a été mis en place effectivement pour dire comment atténuer les impacts et comment effectivement mobiliser tout le monde pour dire on doit faire face à cette attaque. La communication vers les familles des patients, vers les admissions, vers je sais pas, les réseaux sociaux, etc., tout en ayant tout préparé, y compris les templates de communication, d'accord, qui sont très importantes parce qu'on est souvent pris, et vous le savez, au dépourvu quand ça arrive, c'est souvent un sentiment de panique, et quand on n'est pas prêt, eh bien, ça ne se passe pas très bien. Ok ? Une fois que tout ça a été lancé, le côté effectivement IT a pu lancer toutes les investigations et les analyses pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Et c'est là qu'ils ont découvert cette partie noire, d'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Donc en fait, c'est un système tiers d'un éditeur qui a été contaminé et qui, par effet, vous savez, rebond, a pu contaminer un compte compromis d'administration de ce système dans l'hôpital. Et vous voyez que c'était arrivé à J-1 à 19h30, donc le premier accès initial est arrivé là, et petit à petit, ça a commencé effectivement à rentrer dans des tentatives de chiffrement jusqu'à ce que le chiffrement fonctionne avec la demande de rançon. D'accord ? Donc je dirais que c'est des attaques aujourd'hui, des processus qu'on voit un peu partout, puisque c'est ce qui se passe. Donc intrusion dans le SI via un compte compromis, malheureusement. Élévation de privilèges immédiats, évidemment, c'est plus facile, effectivement. Sur les droits d'administration, déploiement de la charge malveillante et compromission des équipements périphériques suite à l'exploitation d'une vulnérabilité éditeur. C'est important parce que souvent dans le public, on pense que les cyberattaques, elles arrivent et qu'on a des messages ou des trucs, des écrans noirs qui arrivent. Non. Là, ils ne soupçonnaient même pas qu'ils étaient attaqués s'ils n'avaient pas eu les alertes antivirales. Donc ils étaient équipés quand même, ils étaient outillés pour avoir ces alertes, d'accord ? Des gens qui ne sont pas équipés pour avoir ça, en fait, ça peut durer très longtemps et ça peut effectivement tout pourrir. Ok ? Est-ce que vous avez des questions ? Ça va ? Des remarques ? N'hésitez pas. Je fais comment là ? Alors, qu'est-ce qui a fait que ça a bien fonctionné ? Donc j'ai mis en fait en exergue 4 actions majeures, donc une en couleur et je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, je l'ai dit, ils ont alerté, activé le dispositif de crise. C'est très important de mobiliser les dispositifs de crise. Mais ce n'est pas simple de faire ça, parce que si on n'est pas prêt à savoir qui je dois mobiliser, quels sont les rôles des membres des cellules de crise, quelles sont les actions qu'ils doivent réaliser, en fait, la cellule de crise, ça risque d'être le brouhaha. Et on n'arrive pas à savoir qui décide, qui réfléchit et qui pilote tout ça.
Donc généralement, on a une direction de cellule de crise, on a un secrétaire de cellule de crise, on a toute la coordination, on a les métiers qui arrivent, etc. Donc chacun, normalement, on est vraiment un ordre militaire, hein. Chacun doit prendre ses actions. Mais pour que chacun puisse être à même de prendre ses actions, il faut avoir effectivement un entraînement, d'accord, de savoir quel est mon rôle en cas de cyberattaque. Déjà, un. Deux, le jour où il y a la cyberattaque, on n'a pas forcément les titulaires en place. D'accord? Ils peuvent être en vacances, ils ne sont peut-être pas encore là. Donc il faut aussi qu'on ait des suppléants. De personnes qui soient capables également de prendre cette relève et ces actions en charge, puisque le titulaire ou l'expert en lui-même n'est pas présent. Deuxièmement, je le dis, je le redis, c'est important, l'isolement et la coupure. On isole, on évite que ça se propage le plus rapidement possible. Or, on a vu de par des retours d'expérience que souvent dans les côtés cellules techniques, ils n'osent pas prendre la décision, et souvent parce qu'il n'y a pas le responsable, de couper. Et ils attendent d'avoir l'aval de la direction. Or la direction, elle, avant de dire oui vous coupez, elle va demander de réfléchir, quels sont les impacts, qu'est-ce qui va se passer, et si on coupe, qu'est-ce qui ne marche pas, est-ce que vous avez une vue d'ensemble sur les applicatifs métiers qui sont touchés, comment je fonctionne, etc. Là c'est un ordre de marche. Au moment où ils ont isolé, ils avaient toute la cartographie avec tous les impacts, et ils ont pu donner ça à la cellule décisionnelle pour qu'ils activent immédiatement les procédures en mode dégradé sur les services qui étaient totalement impactés. D'accord ? Bien sûr, sécuriser les sauvegardes. Alors ça, c'est vrai que là, je le dis, mais c'est important. Je pense que tous ceux qui sont dans le domaine IT, ils le savent. Hein, c'est quelque chose qu'on fait. Et là, j'ai mis assurer la continuité d'activité. Alors, je l'ai mis dans une couleur différente. Pourquoi ? Parce que malheureusement, souvent, les métiers pensent que c'est l'IT qui va aider les métiers à assurer la continuité d'activité quand on n'est pas préparé. Or, c'est un travail quand même collaboratif entre l'IT et le côté métier. En quoi ? L'IT doit mettre à disposition du côté métier peut-être des PC de secours, des clés 4G pour pouvoir continuer à accéder à Internet, des messageries de secours pour pouvoir continuer à communiquer par mail parce qu'on n'a plus de messagerie, arriver à donner un espace pour pouvoir accéder à sa documentation de crise, de plan de continuité d'activité, des procédures dégradées, etc. Donc il faut que tout soit ça prêt. Et ça, c'est un travail collaboratif entre les métiers, la direction et le côté IT, mais en amont. Alors souvent, on écrit beaucoup de procédures. On en écrit, hein. On a une Bible, on a tout ce qu'il faut, les classeurs, les clés USB, les machins, etc. Tout est fait. Sauf que, quand la crise arrive, d'accord, les procédures, déjà, on ne sait plus où elles sont. Ou alors, on ne les a pas comprises parce qu'on ne les a jamais testées. Ou alors, on s'aperçoit qu'elles sont inefficaces, ça ne fonctionne pas. D'accord ? Ou alors, il n'y a rien du tout, d'ailleurs, d'écrit. Parce que des fois, il n'y a rien. Absolument rien. D'accord ? D'où l'importance aujourd'hui, ce retour d'expérience a vraiment mis en exergue que, ce qui a été retenu, alors il y a eu 31 crises gérées avec notre solution quand même, mais déjà ce qui retient, les prises de décision sur les mesures d'urgence, les mesures de, quand je dis de sauvegarde, de prévention, d'isolement, la nécessité de travailler ensemble, métier et informatique, pour définir justement toutes ces problématiques de continuité d'activité. Certes en procédure dégradée métier, papier, dossier patient, on va aller faire un dossier papier, admission, on va l'écrire là, on va faire des photocopies des cartes vitales, on va faire ci, on va faire là, il n'y a pas de problème. Ça on sait faire. D'accord ? Mais comment j'accède à mes données pour savoir quel traitement en pharmacie je dois donner ? Où c'est que je le trouve ? Est-ce que l'IT a prévu des systèmes de sauvegarde qui étaient déjà isolés, donc qui ne sont pas contaminés ? Ben parfois non, il n'y a rien. Et là on est dans l'inconnu, c'est-à-dire que là ça donne une surcharge supplémentaire à la continuité d'activité. Parce que du coup, il va falloir trouver des moyens de dire, bon, on va faire le tour des malades, on va faire le tour des soignants, on va faire le tour de ci pour qu'on puisse refaire tout ce qu'on aurait dû avoir en sauvegarde, soit papier, soit sur des PC de secours qui sont totalement isolés et accessibles. D'accord ? Et puis la nécessité de se préparer ensemble. Quand on voit que les réglementations européennes aujourd'hui, ou toutes les réglementations, imposent finalement maintenant des exercices, des entraînements, je dirais plutôt que d'exercices, de gestion de crise cyber, métier et informatique, c'est pas innocent. Et justement, cet hôpital-là qui a été préparé, on les a accompagnés pendant 12 mois à des préparations, c'est pour ça qu'ils ont réagi immédiatement, tout le monde était en phase, ils ont appelé la direction générale, bien sûr qu'ils ont appelé la gouvernance en disant on coupe, ils ont appelé, mais les autres ils ont dit oui, on s'était entraîné, c'est comme ça qu'il faut faire, on ne réfléchit pas, les premières mesures sont des mesures de réflexe.
On ne doit pas réfléchir. D'accord? Et c'est comme ça qu'on sauve finalement l'organisation, l'établissement, peu importe. D'accord? Nous vous avons mis également en exergue un témoignage client. C'est une collectivité, c'est un grand département, qui a également effectivement travaillé avec nous, c'est un de nos clients, qui n'est pas dans le secteur hospitalier, qui a été attaqué en décembre 2024, donc vous voyez, c'est pas vieux. Une crise qui a duré 15 jours, pareil, et qui nous a fait ce petit témoignage-là. Alors, si vous voulez, vous viendrez sur votre stand, je pourrais en parler et vous mettre en relation éventuellement avec la personne, mais qui avait découvert une compromission et qui s'est félicité effectivement de rentrer dans cette démarche déjà d'entraînement permanent, mais également d'avoir adopté notre solution de pilotage de cellules de crise avec toute la résilience d'outillage, parce que c'est des outils qu'on propose. Ce n'est pas l'outil qui va résoudre la crise, on est bien d'accord. Mais l'outil, il faut qu'il soit un vrai support à la résilience de l'entreprise ou de l'organisation. Si l'outil n'est pas un support, il ne sert à rien. D'accord? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de promouvoir cette solution de résilience, on l'appelait d'ailleurs une offre résilience, qui va permettre effectivement à nos clients d'avoir tous les outils en un seul endroit. Pourquoi faire? Piloter sa cellule de crise, avoir les fiches réflexes, avoir les procédures de continuité d'activité, avoir une messagerie, une vraie messagerie de secours, mail et visioconférence, et tout ça dans la souveraineté. Puisqu'on quand même on promeut évidemment des outils plutôt français. En synthèse, quel est notre rapport là-dessus? Donc ce que je vous disais, c'est d'abord tout l'accompagnement en amont avec l'outil. D'accord? Ça veut dire qu'on fait des accompagnements très opérationnels avec des réalisations d'exercices de gestion de crise récurrents. On procède comment en fait? Qu'est-ce qui se passe? Généralement, on voit toujours les clients écrire des tas de procédures. Ce que je disais, on écrit des procédures. Une fois qu'on a fini d'écrire les procédures, on va les tester. Une fois qu'on les a testées, on va les améliorer. Et puis peut-être que l'année d'après, on les retestera. Peut-être. Si on arrive à mobiliser les gens, parce que mobiliser tout le monde pour faire un exercice, c'est pas facile. Il faut l'organiser, il faut créer le scénario, il faut arriver à les observer, il faut identifier les actions en amélioration et piloter après la mise en œuvre de ces actions. D'accord? Donc c'est pas évident et en même temps il faut paramétrer l'outil pour tout ce qu'on a trouvé. Nous ce qu'on dit, c'est très bien d'écrire la documentation, il la faut. Il n'y a pas de souci, ça on n'est pas contre, il n'y a pas de problème. Mais au lieu d'écrire puis de tester, on fait une démarche opérationnelle. C'est-à-dire la première chose qu'on va faire, c'est de dire qu'est-ce que vous avez déjà écrit? Rien. Ok, on fait un premier exercice test pour déjà voir l'état de maturité de l'organisation en tant que telle. Qui je mobiliserai en cellule technique? Qui je mobiliserai en cellule décisionnelle? Qu'est-ce que je peux faire dans les premières actions? Comment je saurais réagir si jamais ça arrive? Et puis, on grandit petit à petit avec des exercices d'une heure, je dis bien une heure, où on va chaque fois mettre un objectif sur cet exercice, sur cet entraînement, et on va tout de suite identifier les actions d'amélioration qui vont permettre d'enrichir toutes les procédures. Deuxième chose, donc effectivement, cet accompagnement a permis de mobiliser toutes, et je dis bien toutes les parties prenantes. Et c'est très important. C'est permettre de développer ses réflexes. Mon cerveau, il ne réfléchit pas, hein. C'est le mode survie, hein. On va être clair. Hein. Tac, 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 je suis entraîné, je sais quoi faire. Et bien sûr, améliorer les procédures de continuité d'activité parce que malheureusement, bien souvent, on se rend compte que ces procédures en mode dégradé, elles ne sont pas décrites. Ou alors, elles sont décrites, mais elles ne sont pas mises en œuvre. Alors, typiquement, dans le cas que je vous présente à retour d'expérience, qu'est-ce qui s'était passé? J'ai des téléphones de secours dans les services. Ils sont allés chercher les téléphones de secours dans les services, ils sont mous. Ils les trouvent. Ils ouvrent le tiroir, ils prennent les 3 téléphones de secours. Ils étaient déconnectés. On avait oublié de les mettre en charge, donc il a fallu les charger. Oui. Donc tout ça, c'est des petits trucs qu'on vérifie dans les entraînements. C'est-à-dire qu'on va jusque-là demander au métier, décrivez-nous ce que vous faites, décrivez-nous comment vous allez fonctionner. Prouvez-nous que ça fonctionne. Ah mais non, mais l'informatique m'a mis un PC avec les données. Allez me chercher les données. Ah mais non, mais en fait, je me rends compte que ce n'est pas les bonnes. Ah. C'est dommage. Donc, vous voyez, il y a des choses toujours à améliorer. Et c'est normal, on est dans un processus d'amélioration continue. Parce qu'on prend plein de choses, on prend plein de décisions, on va acquérir des nouveaux outils, des nouvelles fonctionnalités, etc. Et on ne pense pas à tout ça à chaque fois. Si ça ne fonctionne pas, je fais comment? Ok? Évidemment, en situation de crise réelle, parce que la solution qu'on propose, elle est utilisable en mode entraînement comme en mode crise réelle, c'est l'utilisation de la solution. Effectivement, en quoi? On sait qu'aujourd'hui, on est obligé de tenir une main courante.
pour tracer, heure par heure, jour par jour, où c'est qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait, quelles sont les informations et les preuves que j'ai pu collecter, où c'est que je les stocke, etc. Pouvoir communiquer aux autorités, parce que parfois on est obligé de communiquer aux autorités, ou à son cyberassureur, ou à l'ANSSI, ou à un CERT, où c'est qu'on en est de la situation. Donc, hop, on appuie sur un bouton, ça génère les comptes rendus qui reprennent exactement tout ce qui a été fait et où on en est à l'instant T. D'accord? La collaboration. Cellules de crise décisionnelle, cellules de crise technique, mais aussi des sous-cellules qu'on peut créer, c'est-à-dire la cellule communication, la cellule RH, chacune avec sa continuité d'activité à l'appui, et on peut se transférer des actions et des informations d'une cellule à l'autre. On est en distanciel souvent aujourd'hui, on n'est pas tous sur le même lieu. La salle de crise où on se réunit tous avec le paperboard, etc., c'est de plus en plus rare. Et puis le paperboard, quand ça dure 20 jours, ça en tourne les pages. Hein. D'accord? L'accès sécurisé aux procédures de continuité d'activité, c'est majeur. Donc le cas que je vous cite, qui est un cas réel, hein, où ils voulaient avoir les procédures sur leur clé USB chiffrée avec un code de sécurité quand on avait fait un entraînement. Alors il y en avait qui avaient perdu la clé, il y en avait qui avaient perdu le code. Donc du coup on se retrouvait, on fait quoi? Donc on a mis en résilience un outillage, un espace sécurisé effectivement pour pouvoir stocker toutes ces procédures de continuité d'activité, donc PCA, PRA, PRI, PSSI, cartographie du SI, avec les impacts métiers, vos analyses de risque, vos BIA, tout ce que vous voulez, on les met là, ce qui fait qu'on a tout à portée de main dans la même solution. D'accord? Et bien sûr, autre point majeur, on ne peut plus communiquer. On n'a plus de messagerie. D'accord? Alors vous allez prendre un Gmail, super, très sécurisé. Vous pouvez prendre Microsoft, un tenant Microsoft, à vous de voir. Nous, ce qu'on propose, c'est une véritable infrastructure de messagerie et de visioconférence souveraine de secours. D'accord? Avec un nom de domaine qui n'est pas celui que vous avez normalement. C'est-à-dire qu'on va faire avec vous un choix de nom de domaine de DNS qu'on va déposer pour vous éviter d'être visible. On ne vous expose pas. D'accord? Donc on va choisir avec vous un nom de domaine qui va parler, mais du coup vous allez pouvoir communiquer. Dans votre espace sécurisé, vous allez pouvoir avoir les annuaires de secours. Vous allez pouvoir avoir les listes des fournisseurs. Vous allez pouvoir avoir des formulaires de commande de médicaments. Vous allez avoir effectivement tout ce qu'il faut pour assurer une continuité d'activité sans avoir à se dire, mince, j'ai perdu la liste de mes fournisseurs. Comment vous allez faire pour leur envoyer la commande? Par fax, on nous répond souvent. Des fax, aujourd'hui, on en est là. Vous voyez? Donc c'est ça qu'on essaye effectivement de solutionner avec notre solution, on va dire, et de rendre effectivement les organisations beaucoup plus résilientes à partir effectivement de notre environnement technique. Je te laisse enchaîner, on n'a plus le temps, vas-y. Attends. Non. Ah. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps? Ah ben, on va dire. Donc, voilà, ce que je dirais juste les 5 bonnes raisons. Notre solution est utilisable en mode d'entraînement pour se préparer et en crise réelle, c'est-à-dire les deux dans la même solution pour réagir. On s'entraîne, on sait réagir. Hébergement souverain sécurisé, d'accord, avec des certifications ISO, HDS, Signum Cloud. Des solutions, je vous l'ai dit, qui intègrent toutes les fonctionnalités et les services essentiels pour être résilient face à une attaque. Une prise en main, ce qu'on a voulu faire, effectivement, quelque chose d'ergonomie et d'intuitif, parce qu'il ne faut pas que l'outil soit un obstacle. L'outil, c'est un soutien. Donc, il faut absolument comprendre très vite comment il fonctionne. D'accord? Et totalement déconnecté, bien sûr, de vos SI. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, nous sommes au stand 33D, donc OKE Net Explorer. Il en manque le 4e. Et nous sommes référencés dans les principales centrales d'achat, pour ceux qui dépendraient de public, voilà, UGAP, Santé, RESA et la dernière pour les collectivités, la Canut. Voilà. Je vous remercie, j'espère que ça vous a intéressé. Le temps est un peu compté, mais c'est dommage.